Oui, c'est Thierry. Je vous retrouve pour une toute petite vidéo d'explication sur la façon dont je me sers des bandes de Bollinger, suite à un tweet que j'ai passé en fait sur l'action Nacon cet après-midi, parce que j'ai eu une ou deux réactions demandant voilà à quoi correspondait, vous voyez la bande de Bollinger inférieure ici, quel était l'indicateur, etc. Comment est-ce qu'on s'en servait. Donc voilà, je vous fais un petit résumé en quelques instants de la façon dont je m'en sers. Et puis voilà, si au fur et à mesure, je vais faire peut-être des petites vidéos comme ça quand il se passe pas trop de choses sur les marchés. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur la petite chaîne que j'ai créée exprès à côté qui s'appelle Formation ATR Gastul. Voilà, j'étofferai au fur et à mesure. Donc sur cette chaîne-là, les vidéos que vous pouvez voir sont entièrement gratuites. Et puis des fois, je fais aussi des modules qui sont un petit peu plus étoffés. Et puis là, bah, je demande une participation symbolique pour aller les voir, mais on rentre déjà beaucoup plus dans les détails. Alors, les bandes de Bollinger, pourquoi est-ce que je m'en sers? Parce que, alors déjà, 95% du temps, théoriquement, les cours sont censés rester à l'intérieur. Donc quand on sait que les cours passent 95% du temps à l'intérieur des bandes de Bollinger, ça veut dire que la bande supérieure sert en général de résistance et la bande inférieure sert en général de support. Et donc quand on a des bandes de Bollinger qui sont haussières, hein, comme ici, qu'on est dans une tendance haussière avec une moyenne mobile haussière, vous voyez sur Nacon, eh bien, une bande de Bollinger inférieure haussière, souvent, lorsqu'on est assez loin de cette bande, lorsqu'on vient tomber dessus, elle sert relativement souvent de support. Donc évidemment, ça c'est une des premières raisons pour lesquelles je les utilise. Après, au niveau graphique, lorsque cette bande de Bollinger passe par un niveau de support graphique, par exemple un support horizontal où on a déjà rebondi plusieurs fois par le passé, ou c'est une conjonction d'autres supports, bien évidemment elle est encore plus renforcée et je vais faire attention à ce qui s'y passe d'autant plus. Il y a plusieurs phases dans les bandes de Bollinger, vous voyez que soit elles sont descendantes tous les deux et on est en phase baissière, soit elles sont haussières ensemble toutes les deux. Soit, eh bien, comme vous le savez, hein, le cours des actions, ça passe de haussier à baissier avec des phases d'hésitation. Et donc, comment est-ce qu'on peut détecter ces phases d'hésitation, cette phase de peut-être de début de retournement, ou en tout cas d'affaiblissement de la tendance? Eh ben moi, je fais attention, vous voyez, quand on est sur une tendance haussière, comme ça, où on rebondit sur les moyennes mobiles 20 périodes, ici, 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 etc. Je fais toujours attention à voir ce que m'indique la bande de Bollinger supérieure aussi. Si elle commence à hésiter à se retourner vers la baisse pendant 2 ou 3 bougies, il est possible, surtout si cette bande de Bollinger supérieure, vous voyez, se trouve non loin du dernier plus haut, il est possible qu'on passe d'une phase qui était haussière à une phase de latéralisation. Cette phase de latéralisation, en général, elle va aller rencontrer comme support au départ la moyenne mobile 20 périodes, et si on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut lorsqu'on rebondit et que la bande de Bollinger reste à l'horizontale, voire continue de descendre, on va avoir cette phase de contraction de la volatilité, où les bandes de Bollinger vont se rapprocher, la bande de Bollinger inférieure va continuer à monter, mais la bande de Bollinger supérieure, elle va descendre. Et donc là, c'est en général prémisse d'une inversion de tendance, ou en tout cas d'une latéralisation. Donc on va s'appuyer sur la moyenne mobile 20 périodes, et puis si la moyenne mobile 20 périodes lâche, à ce moment-là, en général, ce qui se passe, mais je vous invite vraiment à faire vos propres expériences et vos propres observations par rapport à ça, et bien on va chercher le contact avec la bande de Bollinger inférieure ici, et là, soit on enfonce, soit on rebondit et on regarde ce qui se passe sur la moyenne mobile 20 périodes. Si la moyenne mobile 20 périodes devient résistance, il est probable que, alors on soit dans un range bien sûr entre les bandes de Bollinger, hein, d'accord, mais en tout cas le biais va devenir baissier, c'est-à-dire qu'on est vraiment entre le moment où la moyenne mobile 20 périodes est résistance et la moyenne mobile, la bande de Bollinger inférieure va baisser. Alors excusez-moi, j'ai une petite alerte, mais enfin ça c'est quoi? C'est Noxon qui a dû passer à la hausse. Donc je vais pas interrompre ma vidéo pour ça, puisque c'est une sortie de position. Alors, donc ça c'est une des premières choses, vous voyez, pour lesquelles je m'en sers vraiment. Je regarde d'abord les supports ici en phase haussière, puis le contraire quand on est dans une phase baissière évidemment. Et comme ici, je regarde la bande de Bollinger supérieure rouge baissière en résistance, vous voyez, qui va renvoyer les cours vers le bas. Et bien entendu, je regarde, est-ce que les bandes de Bollinger sont
comment dirais-je, synchrones? Est-ce qu'elles vont dans la même direction? Est-ce qu'elles montent ou est-ce qu'elles descendent? Ou est-ce qu'elles convergent avec une réduction de la volatilité et donc ce qui marque une phase d'hésitation? La deuxième chose dans lesquelles je me sers, ce sont les excès. C'est-à-dire que, évidemment, 95% des gens, on est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Vous imaginez qu'il est donc très rare qu'on soit au-dessus et encore plus rare qu'on ouvre une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc ça, pour moi, c'est très facile à programmer au niveau des screeners en termes de clôture. Vous dites, bah tiens, si jamais j'ai une bougie qui clôture en dehors des bandes de Bollinger, je me mets une petite alerte comme ça tout de suite, je jette un œil à l'ouverture de la bougie suivante, et puis si le mouvement s'amplifie, là très souvent, en tout cas moi mon expérience, c'est que c'est assez intéressant de surveiller le retournement et le retour vers la bande de Bollinger sur laquelle on a pris appui. Il y a eu pas mal de cas d'école, et d'ailleurs pendant le crash du coronavirus, j'ai eu un exemple, c'était vraiment avec le CAC 40, vous regardez en unité hebdomadaire à quel point à un moment on a ouvert sous la bande de Bollinger, je disais cette situation va pas pouvoir durer. Effectivement, on était très proche des plus bas lorsque ça s'est produit. On a eu un effet élastique. J'ai donné quelques commentaires sur Twitter aussi sur 2 ou 3 autres valeurs qui étaient dans ces cas-là récemment, donc vous pouvez les regarder sur mon mur. Et puis également, vous avez le range. Alors le range, puisque nous passons 95% du temps à l'intérieur des bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger, lorsqu'elles sont en range, elles nous permettent parfois de déceler un support et une résistance qui ne vont pas forcément être évidentes à voir au niveau graphique. Elles permettent souvent d'anticiper la formation d'un range. Lorsque vous êtes en tendance haussière comme ceci, et puis que d'un seul coup, vous voyez la bande de Bollinger supérieure se retourne à la baisse, et puis qu'elle commence à latéraliser, celle-ci commence à latéraliser, sans que les prix soient encore allés chercher un impact sur l'une d'elles. Vous n'avez pas encore de range au niveau graphique, vous ne pouvez pas encore dire qu'il y a un range, il faudrait déjà plusieurs impacts en haut, plusieurs impacts en bas. Mais si vous avez une latéralisation des bandes de Bollinger, vous pouvez peut-être vous dire qu'il y a de bonnes chances qu'on soit sur un range et que ce soit ces bandes de Bollinger-là qui vont marquer les seuils du range en question. Donc ça aussi, je m'en sers pas mal, puisque vous savez qu'il y a une façon de trader lorsqu'on est en tendance, et là on va faire du trend following, etc. etc. Mais il y a aussi une façon de trader en mean reversal, comme on dit en anglais, qui est également profitable lorsque on considère qu'une action est en range et qu'elle va faire un petit peu de ping-pong pendant un moment entre un plus haut et un plus bas, où bien entendu l'écart est suffisant. Donc ce sont les différentes façons dont je me sers des bandes de Bollinger. Encore une chose, lorsque les bandes de Bollinger sont à peu près horizontales, mais également très resserrées, là, les chances qu'on ne soit plus en range, mais qu'on s'échappe à un moment qu'il y ait une accélération, sont beaucoup plus fortes. Étant donné que le marché, c'est aussi une alternance entre des phases de forte volatilité, il va y avoir de la tendance, et puis des phases de réduction de la volatilité, où les bandes de Bollinger vont donc converger, elles vont se mettre à se rapprocher les unes des autres. Lorsque ces bandes se rapprochent de plus en plus depuis un grand moment et que ça fait pas mal de temps qu'on est dans un range qui se réduit au fur et à mesure en termes d'amplitude, on a une sorte d'effet de compression. Et donc là, c'est les cours qui emmagasinent de l'énergie pour le prochain départ en mouvement. Et en général, lorsque ça dure depuis un certain temps et que les bandes de Bollinger sont vraiment resserrées par rapport à ce qu'elles étaient il y a une trentaine, une quarantaine de bougies, il faut faire attention. On a sans doute un mouvement directionnel qui se prépare, et à ce moment-là, on va éviter, même si les cours sont dans un range, on va éviter d'essayer de faire du ping-pong, on va plutôt anticiper une sortie et regarder de quel côté le marché décide de sortir. Voilà. Bon, je vous tiens pas la jambe plus longtemps, j'espère que ces petites explications à l'improviste auront servi à certains d'entre vous, et je vous souhaite un excellent trading.